Bienvenue ou bon retour, je suis Cassie, voici un monde maléfique. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon tué par une femme qui n'aurait pas dû être près d'enfants. Ceci s'explique par son passé. Des enfants sous sa garde avaient déjà eu des blessures suspectes. Voici l'histoire de Benson Jeong. Benson Jeong est né le 31 juillet 2018 de sa mère Heather Gardner et de son père Jamie Jeong. Il avait un grand frère nommé Jason. Bébé, Benson était très heureux et adorait les bras. Il souriait sans cesse, surtout quand on le chatouillait sous le menton. Heather Gardner, qui était une mère de 2 enfants et travaillait, avait besoin d'une garde d'enfants pour Benson et son grand frère après que leur grand-mère, qui s'occupait d'eux auparavant, soit partie vivre en Californie. Elle a donc cherché une babysitter pour ses fils et une collègue lui a conseillé Marissa Titsort. Marissa, 28 ans, venait de la même ville que Heather. Après discussion, Heather la trouva digne de confiance et l'engagea pour ses garçons. Quelques semaines après que Marissa ait commencé à garder Benson et son frère, Heather a remarqué des égratignures dans la bouche de Benson et l'a emmené aux urgences. Elle a dit au médecin qu'elle ignorait si la babysitter le maltraitait, mais ils ont estimé que les égratignures n'étaient pas graves et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Donc Heather a fini par laisser Marissa garder à nouveau Benson et son frère. Le 18 octobre 2018 après-midi, Heather a laissé ses 2 fils chez Marissa, qui habitait North 6th Street à Wausau, Wisconsin. Environ 2 heures après avoir laissé ses enfants chez Marissa, Heather a reçu un message de la babysitter. Un site d'information local rapportait que Marissa était accusée de maltraitance d'enfants. Marissa a dit à Heather qu'elle ne devait pas être en contact avec des enfants, encore moins garder ses 2 garçons, et lui a demandé de garder le secret sur son babysitting. Après avoir lu ce texto terrifiant, malheureusement plusieurs heures après son envoi par Marissa car elle travaillait, Heather est allée chercher ses garçons immédiatement. Heather emmenait aussi sa sœur avec elle quand elle allait chercher les garçons chez Marissa. Heather et sa sœur sont arrivés chez Marissa pour récupérer Benson et son frère, déjà prêts à partir. Benson dormait dans son siège auto car il était un peu après 21 heures. Et il portait sa combinaison de neige avec un bonnet tiré juste au-dessus de ses yeux. Marissa, pressée, a dit au revoir à Heather et aux garçons et les a poussés vers la porte en lançant « À demain ». Heather ne comprenait pas le comportement étrange de Marissa, mais elle allait bientôt en découvrir la raison. Après avoir récupéré ses enfants chez Marissa, Heather est allée avec eux et sa sœur à la laverie Northway Coin Laundry sur West 3e Street. Mais quelques minutes après son arrivée à la laverie, Heather a constaté que Benson ne respirait plus, était froid et avait les membres raides. Heather a aussitôt pratiqué le bouche-à-bouche et un massage cardiaque à son bébé, tandis que sa sœur appelait le 911. Ça s'est juste arrêté. 923-9. 923, troisième application ou quelque chose comme ça, Mario AB ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre. D'accord, la 3e moitié et le mariage sont des endroits très différents. Lequel choisis-tu? 422? Heather, c'est une laverie automatique. Je ne connais pas son nom, mais j'ai un autre enfant dans les bras. Le bébé de ma sœur ne va pas bien. On vient juste de le récupérer chez la babysitter. Responsabilité civile professionnelle, on doit le faire. Lancez la responsabilité civile professionnelle sur ce bébé. On ne sait pas comment faire. Bouge-t-il? D'accord, j'ai besoin que tu lui penches la tête en arrière. Il est glacé. Il est glacé. Penche-lui la tête en arrière. Le temps presse. J'ai besoin que tu souffles dans sa bouche. Pas de vêtements. Dans son nez, dans son nez. Tu veux que je te le lance? Je ne peux plus marcher. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu commences. J'ai besoin que tu m'écoutes. Souffle 2 fois dans sa bouche. Oui, je le suis. Souffle 2 fois dans sa bouche, personne. Il est glacé. D'accord, madame. J'ai besoin que vous preniez votre main et que vous la placiez au milieu de sa poitrine. D'accord, D'accord. Et vous allez appuyer sur sa poitrine. d'accord. Viens avec moi. Prête? Oui, 2, 3.
Lorsque les agents du service de police de Woso sont arrivés sur les lieux, Heather essayait encore de faire un massage cardiaque à son petit garçon. Ils ont vu que Benson avait le teint cendré, la mâchoire serrée et les lèvres bleues. Toute réanimation était impossible. Une autopsie a été pratiquée sur le corps de Benson et il a été déterminé qu'il était décédé des suites d'un traumatisme contondant. Il avait 3 blessures à la tête dues à un choc violent et une fracture du coccyx. En réalité, la partie inférieure de son coccyx s'était détachée et déplacée. L'impact a été violent après la découverte de la mort du petit Benson. La police a interrogé Marissa pour savoir ce qu'elle savait. Alors, la police s'est rendue à l'appartement de Marissa, où elle vivait avec son petit ami, Adam, et leur jeune fils. Mais quand ils sont arrivés, il n'y avait personne à la maison. Cependant, les autorités ont pu collaborer avec l'opérateur de téléphonie mobile de Marissa afin de la localiser et elles ont retrouvé son téléphone portable dans un hôtel de la région. Au Plaza, les agents ont frappé à la porte du motel et Adam, le petit ami de Marissa, a ouvert. Marissa dormait encore profondément et les agents ont dû la réveiller une fois qu'ils ont réussi à la sortir du lit. Ils ont alors commencé à l'interroger sur ce qui était arrivé à Benson. Elle a admis avoir gardé Benson et son frère, mais a nié savoir ce qui lui était arrivé. Pourtant, l'agent savait qu'elle mentait. La tante de Benson, présente ce jour-là, avait envoyé à Marissa, depuis le téléphone de Heather, « Tu as tué le bébé de ma sœur. » Mais quand Marissa a parlé à la police, elle a prétendu être innocente, affirmant ne pas avoir vu le message car son téléphone était éteint. Mais la police savait que ce n'était pas vrai, car son téléphone aurait dû être allumé pour la localiser à l'hôtel. Marissa a aussi expliqué à la police qu'elle était à l'hôtel avec son petit ami simplement pour s'évader et aller nager. Sur les images de la caméra corporelle, alors que la police interroge Marissa devant la porte de l'hôtel, on la voit sourire et rire. Bonjour Adam, est-ce que Marissa est là? Qu'est-ce que vous faites? S'il te plaît, Adam vient juste de l'applaudir avec nous. D'accord, on va tout expliquer dans une seconde. Tu l'as déjà accusé, c'est quoi ça? Adam, reste ici. Non, vous êtes en train de vraiment nous harceler. Elle a déjà été inculpée. Nous serons au tribunal. Pourquoi tu viens ici? Eh bien, parce que nous devons lui parler de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau? Marissa, réveille-toi, s'il te plaît. Pourquoi vous êtes là? Parce qu'on voulait s'évader. On voulait tout laisser derrière nous. C'est illégal de venir passer la nuit dans une chambre d'hôtel. Peux-tu te lever pour qu'on parle? Cette conversation est importante. Dis-moi comment tu t'es occupé de lui aujourd'hui. Oh, je le surveillais juste et il allait bien. Tu lui as donné à manger? Ou je lui ai donné à manger une fois, puis il a dormi. Et, eh bien, on est sortis un peu quand ils sont arrivés au début. Donc, toi et les enfants? Oui. D'accord. Est-ce qu'ils portaient les mêmes vêtements? Portant une combinaison de neige et une couverture? D'accord. Et ensuite, tu étais seule à la maison? Et à quelle heure Adam est-il rentré? Il est rentré vers 18h30 environ. Où était-il? Il était à la chasse. D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez après ça, après qu'Adam soit rentré à la maison? On est allé manger un peu après qu'il soit rentré à la maison. Où êtes-vous allé? McDonald's. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es rentré directement après McDonald's? Tu n'es sorti que pour aller au McDonald's, puis tu es rentré, et rien d'important ne s'est passé. Non, après McDonald's, nous sommes rentrés à la maison. Oh, on a mis un film. Ensuite, je ne sais pas combien de temps après, mais elle a appelé et elle a dit « je mets mes vêtements dans le sèche-linge et après j'arrive. » Environ 15 minutes plus tard, elle est arrivée. D'accord. Est-ce que tu l'avais préparé ou c'est elle qui l'a préparé? Oui, je l'avais préparé et laissé dans son siège auto. Depuis combien de temps était-il dans son siège auto?
Après McDonald's, seulement 30 à 45 minutes, oui, c'était juste après. Je l'ai laissé dans son siège auto. Il ne l'a pas ressorti. Non, parce que d'habitude, elle est là, vers 9h30, réveillée. Tout le temps. Il dormait pendant tout ce temps. Tout le temps où tu t'es occupé de lui. Eh bien non, je veux dire, après qu'il soit arrivé, il est resté éveillé pendant environ 2 heures. Ensuite, je lui ai donné à manger et je l'ai mis dans le lit parapluie. Et puis j'ai cette petite caméra comme le babyphone vidéo. Et du coup, je ne suis pas allée le voir parce que j'ai ça maintenant. Donc voilà. Et il était dans la chambre du fond. Dans ta chambre, dans un lit parapluie. Et puis ça va? Oui, c'est juste que j'ai sommeil. D'accord. Donc, la raison pour laquelle nous sommes ici, Brittany, je suis sûre que tu dois te poser la question, non? Brittany, je suis désolée, Marissa. Tu as une sœur qui s'appelle Brittany, n'est-ce pas? La raison de notre présence ici, c'est... Même si l'audio est censuré, on devine qu'elle annonce à Marissa la mort de Benson. Nous espérions que vous pourriez nous éclairer à ce sujet. Je ne sais pas. Et j'ai besoin que vous me disiez ce qui s'est passé. Je ne sais pas, je sais que c'est le cas. C'est la conversation la plus importante que j'aurai jamais dans ta vie. Je te le dis. Non, tu ne me l'as pas dit la dernière fois, ni maintenant. J'ai besoin de la vérité. Heather doit savoir ce qui s'est passé. Je sais. Mais quand la police a clairement fait comprendre à Marissa qu'il ne croyait pas à son histoire, elle a changé de version. Elle a déclaré à la police qu'elle savait que Benson était mort en le rendant à sa mère Heather, même si elle ne l'avait pas tué. Marissa a ajouté qu'elle était seule avec les enfants lors du décès de Benson. Cependant, elle n'a jamais vérifié son pouls, elle n'a jamais essayé de faire un massage cardiaque et elle n'a jamais appelé à l'aide. Elle a dit avoir couché le bébé dans un lit parapluie pour une sieste, mais Benson ne s'est jamais réveillé. Elle a reconnu avoir déposé le corps du bébé dans le couloir, l'habillé d'une combinaison de neige, puis le placé dans son siège auto avec des couvertures. Quand Adam, son petit ami, est rentré vers 18h30, Marissa n'a jamais parlé de la mort du bébé. Elle a installé le siège auto de Benson, puis est partie avec Adam et les 2 fils de Heather dans un McDonald's proche, emmenant le bébé décédé et restant manger 15 minutes. Marissa a aussi avoué avoir tiré exprès le bonnet de Benson sur ses yeux pour empêcher sa mère, Heather, de voir qu'il était mort en venant le chercher. Et juste après que Heather ait récupéré les garçons chez elle, Marissa et son petit ami, Adam, sont allés à l'hôtel pour aller nager. L'histoire de Marissa changeait souvent, mais elle a fini par admettre avoir, frustrée par le bébé, violemment jeté ce dernier dans un parc pliant. La police a arrêté Marissa, soupçonnée de maltraitance sur enfant, le 19 octobre 2018 à 4h15, à l'hôtel Plaza, puis elle serait inculpée de meurtre au premier degré. La mère de Benson, Heather, ignorait totalement le passé criminel de Marissa avant de lui confier ses garçons. Entre 2010 et 2018, Marissa avait été inculpée à plusieurs reprises pour possession de matériel lié à la drogue et elle avait également été inculpée pour recel ou dissimulation de biens volés. Elle avait aussi été inculpée pour conduite sans permis, violation de liberté sous caution, résistance, obstruction à un agent et vol à l'étalage. Heather ne savait pas non plus que Marissa avait elle-même un total de 5 enfants, mais qu'elle avait perdu la garde des 4 premiers. Elle aurait également perdu la garde du 5e enfant. Avant cela, les services de protection de l'enfance savaient-ils qu'elle en avait un autre? Et au moment de la mort de Benson, Marissa était en fait enceinte de son 6e enfant. En juin 2010, Adam, le compagnon de Marissa et père de ses enfants, a demandé une injonction pour maltraitance d'enfants et une ordonnance restrictive contre elle. Le petit ami a affirmé que Marissa se droguait et était violente avec leur fils de moins d'1 an. Il l'a aussi accusée d'avoir laissé leur fils seul dans une voiture surchauffée. Adam, rentré pendant sa pause déjeuner, a vu son fils seul dehors dans la voiture. Quand il a essayé d'emmener l'enfant à l'intérieur pour le rafraîchir, Marissa n'a laissé entrer ni l'un ni l'autre. L'enfant avait le visage rouge et en sueur. En plus, Marissa giflait son petit ami devant le bébé. Une semaine après l'incident, Marissa a quitté la maison avec l'enfant sous l'orage pour une fête.
Le père a finalement récupéré l'enfant, mais Marissa a refusé de lui fournir du lait infantile ou des bons alimentaires. Après avoir perdu ses enfants, Marissa a continué à maltraiter ceux des autres. La garderie qu'elle dirigeait chez elle n'était apparemment pas agréée. Au moins 2 autres enfants ont aussi été signalés blessés sous sa garde. En juin 2017, les parents d'un petit garçon de 3 mois ont contacté la police pour leur faire savoir que leur enfant avait été blessé. Pendant que l'enfant était sous la garde de Marissa, Marissa et la mère de l'enfant étaient en fait de vieilles amies, et Marissa s'était proposée pour garder ses enfants ce jour-là parce que ses autres babysitters s'étaient désistés ce jour-là. Après la blessure de son bébé de 3 mois, la mère l'a confié à sa babysitter. La babysitter a vite remarqué des rougeurs, ecchymoses autour des yeux et de la bouche, un bleu au doigt, les yeux rouges et une bosse sur la tête du bébé de 3 mois. La mère a dit à la babysitter que Marissa les avait gardés la veille et expliqué avoir accidentellement laissé tomber le biberon sur le visage du bébé. La mère a dit qu'elle comptait l'emmener chez le médecin bientôt. Cependant, après son départ, la babysitter a estimé que ses blessures étaient bien trop graves et elle a contacté la police. Le bébé a ensuite été emmené aux urgences. Marissa avait expliqué à la mère que la sœur aînée sautait sur le canapé pendant qu'elle donnait le biberon au bébé. Cependant, la sœur aînée a heurté Marissa, ce qui l'a poussée à frapper le bébé au visage avec le biberon. Il n'avait qu'un petit bleu sous l'œil et allait bien, c'est ce que Marissa avait dit à la mère. Mais les médecins de la clinique Marshfield ont conclu que plusieurs blessures du garçon ne venaient pas d'un incident isolé. Le petit garçon avait une fracture du crâne que les médecins estiment survenue dans les 48 heures avant son arrivée à l'hôpital. La police a jugé les blessures du bébé incompatibles avec l'histoire de Marissa, mais elle n'a jamais été inculpée. Les autorités ont estimé qu'il n'y avait pas assez de motifs raisonnables pour porter plainte. Un peu plus d'1 an après l'incident, les parents d'une fillette de 11 mois ont signalé à la police qu'elle avait aussi été blessée. Sous la garde de Marissa, la fillette avait des blessures roses au visage. Marissa a déclaré aux parents et à la police que la fillette de 11 mois dormait sur le canapé lorsqu'elle est soudainement tombée en roulant. Les médecins ont jugé ces blessures incompatibles avec une chute du canapé, sans pouvoir en préciser l'origine exacte. Le père de la fillette a dit à la police qu'on aurait dit qu'elle avait une énorme brûlure de tapis sur le visage, comme si elle avait été traînée sur la moquette. La mère a déclaré que 2 ans après, la fillette n'aimait toujours pas qu'on lui touche la tête ou le visage. Il lui était difficile de laver le visage, les cheveux ou brosser les dents de la petite fille. Cette fillette n'a pas atteint ses étapes de développement, contrairement à la plupart des enfants de son âge. Des accusations ont visé Marissa, inculpée de maltraitance d'enfants le 11 octobre 2018, soit une semaine avant la mort de Benson. La mère de la fillette a dit à la police qu'elle connaissait Marissa depuis 1 an et qu'elle lui confiait souvent ses 2 filles, dont la petite de 11 mois chez elle. La mère affirme n'avoir jamais eu de problème avec Marissa avant ce jour où elle a dû garder les 2 enfants, alors qu'habituellement elle n'en gardait qu'un à la fois. Lorsque les travailleurs sociaux, accompagnés de la police, se sont rendus à l'appartement de Marissa et Adam après le dépôt de ce signalement, les services sociaux ont retiré leur plus jeune enfant de la garde de ses parents. Marissa était bouleversée, mais Adam a crié sur la police et l'assistante sociale, puis a appelé son père pour récupérer leur fils. Le père d'Adam a déclaré à la police être responsable du retrait des 4 premiers enfants du couple lorsqu'ils prenaient de la drogue. S'il avait cru leur fils maltraité, il aurait prévenu les autorités. Concernant les violences envers la fillette de 11 mois, Marissa devait comparaître au tribunal le 1er novembre 2018, mais environ 2 semaines avant, Benson a été tué et elle arrêtée. Marissa a été inculpée de meurtre avec préméditation au 1er degré pour la mort de Benson. Elle a été détenue sous caution de 500 000 $ en espèces et a reçu 2 interdictions de contact avec la famille de la victime pendant sa détention. Marissa a aussi demandé au tribunal de réduire sa caution, affirmant ne pas recevoir de soins prénatals adéquats en prison. « Ah, maintenant tu te soucies des enfants. Dans une lettre qu'elle avait écrite au juge pour demander la réduction de sa caution, elle avait déclaré « Je ne suis ni une menace ni un monstre. Je suis une bonne maman et j'aime tout le monde. » En mars 2022, Marissa a été jugée et son avocate a soutenu qu'elle n'était pas responsable du meurtre de Benson,
parce qu'elle souffrait de lésions cérébrales causées par une consommation prolongée de substances. La défense a affirmé que Marissa, malgré son comportement horrible et méritant une punition, avait aussi besoin d'aide. Son avocate a dit au tribunal que le père de Marissa l'avait abandonnée enfant. Elle avait ensuite vécu avec un beau-père pervers qui payait Marissa et sa sœur pour qu'elle lui montre des parties de leur corps. En outre, la mère de Marissa, toxicomane, l'a vendue à 2 trafiquants contre des stupéfiants. Marissa est devenue toxicomane pour gérer ses traumatismes d'enfance, selon son avocate, qui a demandé seulement 14 ans de prison au juge. Le juge a déclaré que bien qu'il comprenne que Marissa ait eu une enfance difficile et qu'elle ait été maltraitée, rien dans son passé ne justifiait ce qu'elle avait fait. Pour Benson, Marissa finirait par être condamnée à 37 ans de prison pour le meurtre de Benson. Elle a aussi reçu 3 ans pour maltraitance d'enfants. Marissa doit purger ses peines consécutivement, puis effectuer 20 ans de liberté surveillée. Le juge du comté de Marathon a estimé que les familles des 2 bébés pouvaient voir Marissa comme un monstre. « Ce que vous avez fait à ces 2 familles est abject », a déclaré le juge. Marissa a aussi présenté ses excuses aux familles de Benson et de la fillette de 11 mois qu'elle avait blessée. Marissa a déclaré que le 18 octobre 2018 avait été le pire jour de sa vie. Elle a dit que si elle pouvait revenir, elle aurait prévenu la mère de Benson qui ne méritait pas de la prendre seule. À la laverie, la mère de Benson et d'autres membres de la famille portaient des sweatshirts avec la photo de Benson et les mots « Justice pour Benson » à l'audience de la sentence. Heather a dit que son fils était un bébé facile et souriant, aimant les chatouilles et les balades en voiture. Sa mère pense souvent à lui et se questionne beaucoup. Elle se demande quels auraient été ses premiers mots et où il aurait marché. Elle pense à toutes les premières fois que Benson ne vivra jamais à cause de Marissa. Les funérailles de Benson ont eu lieu en privé le 28 octobre 2018 à Port-St. Sa famille s'est également réunie pour le premier anniversaire du meurtre du petit Benson et ils ont envoyé des lanternes allumées dans le ciel en sa mémoire. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Benson aujourd'hui. Marissa est absolument malade. Elle faisait souvent du mal aux enfants et après la mort de Benson sous sa garde, elle a fait comme si de rien n'était. Rendre un bébé mort à sa mère. Ses sourires et rires sur les images de la caméra corporelle de la police sont révoltants et écœurants. Je suis heureuse qu'elle passera la plupart du reste de sa vie en prison. Eviana Burke est née le 13 mars 2013 de Lila Burke. C'était une enfant heureuse et en bonne santé. Mais cela a rapidement changé un jour alors qu'elle avait moins de 3 mois. Lila, la mère d'Eviana, a repris le travail après son congé maternité en mai 2013. Elle a donc engagé sa cousine Savannah Humphries pour garder sa fille la journée. Lila et Savannah avaient grandi ensemble et elles étaient meilleures amies en plus d'être cousines. Donc Lila lui faisait entièrement confiance. Savannah avait elle-même un jeune fils et une fille et elle gardait régulièrement 1 ou 2 autres enfants chez elle. La petite Eviana se rendait chez Savannah depuis quelques semaines quand sa mère Lila l'y a déposée le matin du 12 juin 2013 vers 4 heures. Lila a embrassé sa petite fille, lui a dit qu'elle l'aimait et est partie travailler. À 12h45, Lila a reçu une vidéo de Savannah où Eviana semblait heureuse et en bonne santé. Cependant, peu avant la fin de sa journée de travail, vers 14h, Lila a reçu un appel téléphonique terrifiant. Sean, le mari de Savannah, l'a appelé pour lui dire d'aller à l'hôpital car Eviana ne respirait plus. Lila a aussitôt raccroché et sa supérieure l'a emmenée à l'hôpital dès son arrivée. La petite fille faisait des crises et la mère a appris qu'elle avait des fractures du crâne des 2 côtés de la tête et qu'elle saignait dans le cerveau. Elle avait aussi de graves lésions rétiniennes et des ecchymoses au front et au bras. Incapable de supporter ces informations, Lila s'est évanouie. Lorsque les secours ont trouvé Eviana dans l'appartement de Savannah, elle était froide au toucher et ne respirait plus. C'est la voisine de Savannah qui a appelé le 911. Face à la gravité des blessures d'Eviana, le département des services à l'enfance et la police de Clarksville ont aussitôt lancé une enquête. Ainsi, lorsqu'Eviana a été transportée à l'hôpital pour enfants Vanderbilt à Nashville, Tennessee,
Pour des soins plus intensifs, sa mère n'a pas été autorisée à être à l'arrière de l'ambulance avec elle. Nevaya, la fille de 2 ans de Lila, a aussi été placée sous la garde de l'État et confiée temporairement à la mère de Lila. Lila était bouleversée et confuse par ce qui était arrivé à sa précieuse fille et à sa cousine, en qui elle avait confiance. Les soins d'Eviana n'étaient pas assurés, alors elle a appelé sa cousine Savannah et lui a demandé ce qui était arrivé à sa fille. Savannah a dit à Lila qu'en nourrissant Eviana, le bébé s'est soudainement étouffé. En voulant essuyer son visage, Savannah a constaté qu'Eviana ne respirait plus. Pourtant, les autorités n'ont trouvé de vomi sur aucune autre surface dans l'appartement. L'histoire de Savannah allait encore changer plusieurs fois et elle finirait par dire à la mère d'Eviana, Lila, que le bébé était tombé du lit. Après être sortie 1 minute, elle lui a dit qu'elle était tombée du canapé. Lorsque Savannah a parlé aux enquêteurs, elle leur a d'abord dit qu'elle avait couché Eviana pour une sieste dans un lit de type berceau qui se trouvait à côté du canapé. Peu après, elle a vu que le bébé toussait et régurgitait. En essuyant sa bouche, Savannah a constaté qu'Eviana ne respirait plus. En réalisant cela, elle a prévenu sa voisine, qui a appelé le 911. C'est comme ce qu'elle a dit à Lila, mais cette fois, Eviana dormait au lieu de manger. Après d'autres questions, Savannah a changé son récit et avoué avoir changé les vêtements d'Eviana, puis l'avoir filmé à 12h45. Avant de filmer, Savannah avait quitté la pièce. À son retour, elle a vu sa fille de 2 ans tenir Eviana près de la porte. La petite a accidentellement laissé tomber le bébé, qui s'est alors mise à pleurer, selon Savannah. Cependant, Eviana allait bien après l'incident. Elle l'a nourrie, a joué avec elle puis l'a couchée pour la sieste, comme d'habitude, sans rien d'anormal, a-t-elle insisté. 20 minutes après avoir couché Eviana, Savannah a dit qu'elle avait remarqué que le bébé toussait, puis s'est rendu compte qu'elle ne respirait plus. C'est plus tard que la 3e version de Savannah allait émerger, mais cela n'est arrivé qu'après que la police ait parlé avec sa voisine, Ciara Jenkins, celle qui avait appelé le 911 ce jour-là, et ils avaient eu une version différente de sa part sur ce qui était arrivé à Eviana. Selon la voisine, Ciara, avec qui elle fumait dehors, les deux s'étaient retrouvés devant l'immeuble à 13h45 ans. Savannah a dit à Ciara qu'elle avait nourri le bébé, puis l'avait couché pour une sieste. Elles ont ensuite passé 15 à 20 minutes à fumer, discuter et utiliser leur téléphone. Pendant ce temps, le fils de Savannah courait dans les couloirs de l'immeuble et frappait aux fenêtres. Ciara pensait qu'il essayait d'attirer l'attention de sa mère. Cependant, Savannah l'a simplement ignoré et a continué d'utiliser son téléphone lorsque Savannah et Ciara étaient rentrées à l'intérieur. Ciara a dit à la police qu'elle avait vu la fille de 2 ans de Savannah tenir le bébé Eviana dans ses bras. Le nourrisson pendait de ses bras et, comme elle l'a expliqué, la petite tirait le bébé. La tête d'Eviana était en arrière et elle était inconsciente. Il y avait aussi des régurgitations sur elle. Ciara raconte que Savannah a pris le bébé des bras de la petite et lui a demandé d'appeler le 911. Les secours ont été appelés à 14h03. En même temps, Savannah a ramené Eviana, l'a déposée et a commencé la réanimation cardio-pulmonaire. C'est aussi là que sa version a changé. Et elle a dit aux autorités que la seule raison pour laquelle sa fille de 2 ans avait pris le bébé dans ses bras au départ, c'était parce qu'Eviana avait commencé à pleurer et qu'elle l'avait seulement laissé tomber accidentellement. Savannah a nié avoir fait du mal au nourrisson. Le fait est qu'un médecin a ensuite témoigné que les fractures du crâne trouvées sur Eviana n'auraient pas pu être causées par une fillette de 2 ans laissant tomber le bébé. Il était hautement improbable qu'un enfant de cet âge ait pu avoir assez de force pour laisser tomber Eviana par terre et provoquer ce type de blessure. Sans mentionner les lésions cérébrales d'Eviana, causées par une force de rotation projetant le cerveau d'avant en arrière dans le crâne. Au lieu d'un seul impact, comme si le bébé avait juste été laissé tomber. Eviana allait finalement rester à l'hôpital pendant un total de 2 mois, période durant laquelle a été placée dans un état proche du coma pendant quelques jours pour permettre à son cerveau de se reposer et de guérir. Après tout cela, la petite fille s'en est miraculeusement sortie et a survécu. Eviana deviendrait aveugle à cause de ses hémorragies rétiniennes. Elle serait aussi diagnostiquée d'un traumatisme crânien, d'une paralysie cérébrale avec des retards majeurs de développement et des crises d'épilepsie persistantes. Son cerveau ne croîtrait pas normalement, rendant sa tête plus petite que la normale.
Savannah Humphrey, âgée de 25 ans, serait arrêtée pour maltraitance aggravée d'enfants et négligence aggravée d'enfants. En octobre 2014, un jury la déclara coupable après moins d'1 heure de délibération. Savannah a ensuite été condamnée à 2 peines simultanées de 17 à 20 ans, une pour chaque chef d'accusation. Elle a demandé un nouveau procès, mais sa requête a été rejetée en 2016 lors de l'audience de condamnation de Savannah. La mère d'Eviana, Lila, a pleuré pour sa fille de 18 mois disant « Je ne la verrai jamais se marier ou avoir des enfants. Parce que Savannah nous a pris cela. Mon enfant ne me verra jamais, ni sa sœur. J'espère qu'un jour elle pourra marcher, parler ou s'asseoir seule. Pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est la tenir dans mes bras. Les 15 derniers mois ont été les pires de notre vie. Je lutte chaque jour avec la douleur de ce qui est arrivé à mon enfant. Je pleure chaque nuit pour m'endormir. Je dois regarder mon bébé chaque jour et me souvenir du 12 juin 2013. Voir ma famille se déchirer m'a brisé le cœur. » Lila s'est tournée vers Savannah. « Tu es ma cousine, je t'aime beaucoup. Nous avons grandi ensemble et j'avais confiance en toi, mais tu l'as brisé. J'espère qu'un jour tu pourras expliquer ou comprendre ce qui s'est passé. Pour Eviana, comme pour moi, nos vies ont changé de nombreuses façons. Je ne sais pas combien de temps il me reste avec elle. Je remercie Dieu chaque jour où elle se réveille. J'ai toujours pensé que mes enfants me survivraient, mais cela pourrait être différent. J'aimerais dire à Savannah que je t'aime et que je te pardonne, mais je ne peux pas oublier ce qui s'est passé le 12 juin 2013. Au tribunal, Savannah présenterait également ses excuses pour ce qui est arrivé à Eviana ce jour-là. Eviana suit une thérapie 4 fois par semaine et consulte régulièrement des médecins pour sa cécité, son épilepsie et ses troubles du développement. Eviana ne pourra probablement jamais marcher ni se tenir debout, mais elle peut maintenant s'asseoir seule. En plus de plusieurs jours d'école à la maison, Eviana fréquente également une école traditionnelle plusieurs fois par semaine. Sa mère, Lila, affirme qu'Eviana a ses bons jours et ses mauvais jours. Mais la plupart du temps, tout ce que fait la petite fille, c'est rire et sourire, a déclaré Lila à propos de sa fille. C'est une battante, ma héroïne, pour tout ce qu'elle a surmonté, elle se bat encore. Eviana aime qu'on lui chante des chansons et être dans les bras de sa maman. Rien ne lui procure plus de joie. Sa grande sœur Nevea adore sa petite sœur et aime aussi s'occuper d'Eviana. En 2016, la mère d'Eviana, Leila Burke, a été nommée mère de l'année par le Tennessee Justice Center, une organisation défendant les familles du Tennessee. Ce prix récompense son amour et son engagement à obtenir soutien et soins pour sa fille. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Eviana aujourd'hui. Aussi triste et horrible que soit ce que cette petite fille a vécu aux mains de sa nourrice de confiance, je suis tellement heureuse qu'au final, elle s'en soit sortie. Malgré les difficultés quotidiennes qu'Eviana doit affronter, elle reste une enfant pleine de vie et heureuse. Mika Marie Carrillo, ou Mika Dushino, est née le 1er août 2019 à Fargo, dans le Dakota du Nord. Ses parents étaient Manuel Carrillo et Cheyenne Dushino. Mika, enfant pétillante et affectueuse, riait sans cesse. Elle avait fait ses premiers pas juste autour de son premier anniversaire et elle était aussi adorée par ses cousins et sa sœur. Mika était un bébé très sage qui pleurait rarement et elle adorait faire des câlins et des bisous à sa famille tout le temps, sans raison apparente. Depuis la naissance de Mika, sa tante Amanda Carrillo en avait la garde. Quelques mois après la naissance de Mika, sa mère est morte de cause inconnue et son père a été incarcéré pour fuite en voiture, possession de méthamphétamine, conduite dangereuse et permis suspendu. Donc, comme Amanda avait la garde de Mika depuis si longtemps, elle la considérait plus comme une fille que comme une nièce, et Amanda avait aussi ses propres enfants qui adoraient tous leur cousine ou sœur, Mika. Le week-end de Halloween 2020, une amie de confiance de la famille, Brandy Adelke, a demandé à Amanda si Mika pouvait dormir chez elle. Brandy avait déjà gardé les enfants d'Amanda sans souci. Alors, quand elle a demandé si Mika pouvait passer le week-end, Amanda a accepté. Elle savait que Mika s'amuserait à distribuer des bonbons et voir les enfants déguisés pour Halloween. La veille d'Halloween, le 30 octobre, Amanda a laissé Mika chez Brandy à Fargo, Dakota du Nord. Après le week-end, Amanda est allée chez Brandy récupérer Mika. C'est à ce moment-là que Brandy lui a dit que Mika avait de la fièvre
parce que quelqu'un dans la maison avait attrapé le Covid et qu'ils devaient rester en quarantaine ensemble pendant 2 semaines. Elle lui a donc dit de garder Micah chez elle 2 semaines de plus et Amanda a accepté sans raison apparente. Si c'était mon enfant, je m'en fiche, il rentre avec moi. Pas question qu'il reste 2 semaines de plus chez un ami. Mais c'est mon avis. Donc, plus de 2 semaines plus tard, lorsque la période de quarantaine aurait dû être terminée, le 20 novembre, Brandy s'est présentée chez Amanda. Mais elle n'avait pas Micah avec elle. Elle a dit à Amanda que Micah elle était à l'hôpital car elle était simplement malade. Il n'y avait rien d'autre. C'est ce que Brandy lui a dit, en tout cas. Brandy a dit à Amanda qu'elle la retrouverait à l'hôpital. Et Amanda se demanda pourquoi Brandy n'était-elle pas montée dans l'ambulance avec Micah. Elle n'avait que 15 mois, c'est un peu étrange. Alors Amanda s'est précipitée à Sanford Health, où Micah avait été transportée. À son arrivée, Amanda a vu des agents de la protection de l'enfance et des policiers avec des sacs en papier craft pour les preuves et des règles pour mesurer les blessures de Micah. Ils avaient aussi sur eux du matériel d'enregistrement des preuves. Cela a immédiatement donné la nausée à Amanda et elle n'a pas pu se contrôler. Elle a demandé à Brandy « Qu'as-tu fait à ma nièce ?» Brandy a répondu « Elle est juste malade. » Amanda, elle va bien, elle va aller bien, et Amanda lui a crié en retour « Ça n'a pas l'air d'aller bien. » Quand les policiers à l'hôpital ont parlé avec Amanda, il est devenu très clair que Brandy mentait. Micah était bien plus que simplement malade. En réalité, Micah avait été horriblement maltraitée ce week-end chez Brandy. La petite fille avait été battue, brûlée avec des produits chimiques, forcée à boire de l'alcool et violée de plusieurs façons. À cause de toutes ces blessures, Micah avait été placée sous protection à son arrivée à l'hôpital. Malheureusement, les médecins ont dû placer la petite Micah sous assistance respiratoire à cause de la gravité de ses blessures, sans aucune activité cérébrale. C'était très probablement parce que Micah était morte depuis 2 minutes avant que quelqu'un n'essaie même de la réanimer. Les médecins avaient peu d'espoir pour Micah. 4 jours plus tard, le 24 novembre 2020, elle était toujours sans activité cérébrale. Sa famille a alors décidé de la débrancher et Micah Carillo a été déclarée morte. À 22h30 le 28 novembre, Brandy aurait appelé les secours d'urgence. À leur arrivée, les secours ont trouvé l'appartement sur la 17e rue Sud à Fargo. Ils ont constaté que Micah avait un pouls faible, ne répondait pas, sa peau était bleue et elle avait des ecchymoses suspectes sur tout le corps. Quand la police a interrogé Brandy, elle a expliqué avoir baigné Micah car la fillette avait de la fièvre. Elle leur a ensuite dit qu'elle l'avait laissée seule dans le bain pendant jusqu'à 2 heures, sans surveillance. Elle a dit que pendant ces 2 heures, c'est à ce moment-là que Micah a glissé sous l'eau et qu'elle ne sait pas combien de temps elle est restée sous l'eau. Elle ne la surveillait pas comme prévu alors qu'elle était la baby-sitter. Lorsque les enquêteurs ont questionné Brandy sur les ecchymoses de Micah, elle a affirmé qu'elles provenaient des gestes de premier secours pratiqués sur Micah. Quand elle a cessé de respirer, elle a déclaré avoir pincé et giflé le visage de la fillette. Dans une tentative de la faire reprendre connaissance, elle a affirmé que Micah avait effectivement repris connaissance brièvement, qu'elle avait toussé, puis Brandy a dit qu'elle lui avait donné un peu de jus. Elle dit qu'après cela, Micah a perdu connaissance à nouveau. C'est alors qu'elle a appelé le 911. La police a aussi affirmé que les rumeurs sur l'infection de l'appartement de Brandy par le Covid-19 étaient totalement fausses. Maintenant, pour une raison quelconque, la police a déclaré qu'elle devait attendre les résultats du rapport d'autopsie ainsi que du rapport toxicologique avant de pouvoir arrêter qui que ce soit. Parce qu'ils voulaient s'assurer qu'un crime avait réellement été commis. Ça me sidère complètement, genre, ce n'est pas évident qu'un crime a été commis, il suffit de regarder la petite fille, non. Allez, pendant cette période d'attente, alors que personne n'était arrêté pour la mort brutale de Micah. Sa tante Amanda a dit qu'il y avait eu de nombreuses personnes qui étaient au courant des abus en cours et qu'elles avaient toutes échoué à demander de l'aide, laissant les abus continuer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Amanda voulait que Brandy soit poursuivie, ainsi que ceux qui étaient restés sans rien faire et avaient laissé cela arriver.
même si on n'a jamais révélé qui étaient ces autres personnes ni ce qu'elles avaient vu. Donc, lorsque l'autopsie de Micah a finalement été terminée, il a été déterminé que la cause du décès de la petite fille était un homicide, provoqué par de multiples blessures par objets contondants non accidentels infligés par autrui. Amanda ajouterait qu'il y avait encore plus de détails horribles sur la torture et le meurtre de Micah. Mais elle ne veut pas que le monde ait à connaître ces détails et souffre comme elle et sa famille qui les revivent sans cesse dans leur esprit. Le 14 janvier 2021, Brandy Adelk, 37 ans, a été arrêtée et inculpée. Elle a été inculpée pour meurtre et maltraitance aggravée d'enfants. Brandy a demandé une caution de 1 000 $ et elle voulait être assignée à résidence au lieu d'être en prison jusqu'à la date de son procès. Elle a dit que c'était parce qu'elle venait tout juste de commencer un nouvel emploi. D'accord, et tu viens juste de tuer un enfant, donc ton nouveau travail, tu peux l'oublier. Le tribunal lui a plutôt imposé une caution d'1 million de $ en septembre 2021 lorsque son procès a commencé. Brandy Adelk a plaidé coupable pour meurtre et maltraitance d'enfants devant le tribunal du comté de Cass. Après avoir initialement plaidé non coupable, elle risquait désormais une peine maximale de prison à vie. Lors du procès, l'avocate de l'État a affirmé que Micah était couverte d'ecchymose sur tout le corps. Et il a ajouté « D'habitude, je dis cela de façon métaphorique, mais pas dans ce cas. » L'avocate de la défense de Brandy a déclaré que s'occuper de Micah s'était avéré tout simplement trop difficile pour elle. Et au lieu de demander de l'aide, elle avait simplement commis une erreur tragique. Toutes les blessures sur cette petite fille, c'est bien plus qu'une simple erreur. Quand la famille de Micah a lu à voix haute ses déclarations sur l'impact de la victime, Brandy a pleuré. Une lettre écrite par la grand-mère de Micah, Cindy Carillo, a été lue à voix haute. Elle a écrit à quel point elle et sa famille ont dû retirer leur petite fille du système de maintien en vie seulement 3 mois après avoir célébré son premier anniversaire. Mon mari et moi avons dû regarder notre famille écouter la terrible nouvelle concernant une belle petite fille qui a été battue et torturée par quelqu'un en qui nous avions confiance. Nous avons vu notre fils prendre la décision la plus difficile, débrancher les appareils et laisser son bébé partir. Je ne souhaiterais cela à personne, même pas à toi, Brandy. Elle a également ajouté que la police avait dit à la famille de ne pas lire le rapport d'autopsie de Micah, car cela les changerait à jamais. Amanda a déclaré en lisant sa déclaration sur les conséquences pour la victime. « Je ne comprends pas comment on peut ôter la vie d'un enfant innocent. Et qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de si grave pour que tu lui fasses autant de mal? Je sais que je n'aurai jamais les réponses à ces questions. Je ressens de la douleur chaque fois que je franchis la porte parce qu'il manque quelque chose. J'ai mal quand j'entends mes enfants rire parce que le rire de Micah me manque. » Et Amanda a aussi dit qu'elle ne se pardonnerait jamais d'avoir laissé Brandy garder sa nièce, Micah, ce week-end-là. Brandy a aussi pris la parole et a dit qu'elle ne voulait pas que cela arrive. Je ne comprends pas comment tu peux dire que tu ne voulais pas toutes ces blessures parce qu'elles ne sont pas accidentelles. Je suis désolée pour la famille. Je ne voulais pas que cela arrive. Je suis vraiment désolée. Je ressens de la douleur en franchissant la porte car il manque quelque chose. Mes enfants rient car ils devront s'en passer. Il y a à peine un an, le monde d'Amanda Carillo a changé à jamais. Sans jamais s'en douter. Elle a gardé les enfants de presque tout le monde et personne n'aurait jamais pensé qu'elle ferait quelque chose comme ça. Une amie de la famille Carillo depuis plus de 5 ans, Brandy Adelk organisait une soirée pyjama avec la petite Micah, 15 mois dans son appartement au sud de Fargo en novembre, quand, selon son avocat, elle n'a plus supporté la situation. Je ne comprends pas comment tu peux tuer une enfant innocente, ni ce que Augie a pu lui faire pour que tu lui fasses du mal. À son admission à l'hôpital, les médecins et enquêteurs ont constaté de graves traumatismes sur tout le corps de la petite Micah. Le procureur Ryan Youngren a refusé de revenir sur les faits. Dans une lettre au tribunal, la grand-mère de Micah, Cindy, a exprimé le profond chagrin de la famille. Des mots qui ont bouleversé même le procureur chevronné. La sœur de Micah, âgée de 3 ans, Octavia, demande « Quand Micah sera plus grande, est-ce qu'elle se réveillera pour jouer avec moi? Comment expliquer cela à une fillette de 3 ans? Je ne le souhaiterais à personne, même pas à toi, Brandy. »
La peine d'Adelke résulte des souhaits du père de Micah, qui, selon Carrillo, tenait à ce qu'Adelke n'écope pas d'une peine à perpétuité. Je lui pardonnerai, mais je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait. Tu crois que moi, lui donner une peine à perpétuité ne ramènera pas ma fille? Carrillo affirme que sa famille ne sera plus jamais la même et se réjouit qu'Adelke ait assumé ses responsabilités. La justice ne sera jamais complètement rendue sans Micah ici dans ce monde. Elle a été condamnée par un juge du tribunal de district du comté de Cass à 50 ans de prison et elle sera éligible à une libération conditionnelle après 30 ans. Je précise que malgré ce qu'ont rapporté de nombreux médias, elle a été condamnée à 50 ans. Après 30 ans, elle pourra éventuellement demander une libération conditionnelle. Une messe funéraire privée pour Micah a été diffusée en direct le 6 février 2021. En août 2021, la famille de Micah a célébré ce qui aurait été son 2e anniversaire. Chaque jour rappelle la vie enlevée trop tôt. Amanda dit qu'Octavia, la sœur de Micah, se tourne chaque soir vers l'urne de Micah. Elle chante la berceuse, embrasse l'urne en disant qu'elle est là-haut, puis sourit à Amanda. « Je vais me coucher. » La famille a vendu des t-shirts « Justice pour Micah » et des autocollants pour financer la plantation d'un arbre au parc Gooseberry en hommage à Micah. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Micah aujourd'hui. Comme je l'ai dit, j'ai encore beaucoup de questions sans réponse dans cette affaire, la première étant pourquoi. Pourquoi cette femme a-t-elle agi ainsi après des années d'amitié avec Amanda et sa famille? Brandy a-t-elle dit à Amanda que quelqu'un dans la maison avait le Covid parce qu'elle avait déjà l'air un peu battue et couverte de bleu et elle voulait peut-être lui laisser le temps de se remettre? Clairement, elle ne l'a pas fait, mais c'était peut-être l'idée. Ou bien, est-ce que tout cela était déjà prévu à l'avance? C'est pour ça qu'elle devait la garder 2 semaines de plus? Sans parler du fait que Brandy était celle qui avait demandé à l'origine que Micah dorme chez elle, donc il semble que ça ait pu être prémédité. Je suis aussi très curieuse de savoir qui étaient ces autres personnes qui ont vu les abus se produire et qui n'ont rien fait, parce que personne d'autre n'a été poursuivi. C'est absolument déchirant ce que ce pauvre petit bébé a dû endurer, c'est ignoble et insensé. Donc si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux les entendre racontées par moi, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer aussi les notifications. Ainsi tu seras informé de mes nouvelles vidéos, publiées 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique, à bientôt, prends soin de toi, salut! Annabelle Sophia Louise Knowles est née le 10 juillet 2017 à Camerar, dans le Wyoming, de sa mère, Kayla Karchner. Le nom de son père biologique est inconnu, mais le compagnon actuel de sa mère, Jason Geek, a été cité comme père dans sa nécrologie. Elle avait une petite sœur, Elena, qui était aussi sa meilleure amie. Annabelle était considérée comme une fille intelligente, gentille et belle, autant intérieurement qu'extérieurement. Elle aimait les licornes, les princesses Disney et la fée Clochette. Annabelle aimait aussi se déguiser et elle adorait tout ce qui était rose ou scintillant. Dès septembre 2022, la mère d'Annabelle, Kayla, a demandé à Sherry Marlar de garder ses filles. Kayla avait annoncé sur les réseaux qu'elle cherchait une babysitter 2 jours par semaine. Mais après avoir confié Annabelle et sa sœur à Sherry, tout a vite changé. Elle les a gardées plusieurs mois, Kayla ne leur rendant visite que rarement durant cette période. Selon Sherry, la mère ne les voyait que lorsqu'elle les emmenait au travail de Kayla à l'Arctic Circle, quelques mois après avoir commencé à garder les filles. Le 25 novembre 2022, Sherry a passé un appel au 911 vers 15h40, déclarant qu'Annabelle ne répondait pas. Elle a indiqué que la fillette était tombée dans les escaliers. À l'arrivée des secours, Annabelle était sans pouls. Ils ont aussi remarqué des ecchymoses sur son corps et des plaques chauves sur sa tête. Elle a d'abord été conduite à un hôpital proche, puis transférée en hélicoptère à l'hôpital pour enfants Primary à Utah. La petite fille avait le dos cassé, la mâchoire fracturée, des saignements au cerveau, des plaques chauves et de multiples blessures. Cela montrait qu'elle avait des blessures récentes et anciennes. Malheureusement, les médecins n'ont rien pu faire et la petite Annabelle, 5 ans, est décédée le lendemain.
Alors que la fillette luttait pour sa vie, les détectives ont demandé à sa babysitter, Sherry Marlar, de venir au commissariat lui parler. En se rendant à cet entretien avec Sherry, la police doutait déjà de son récit, affirmant qu'Annabelle était juste tombée dans les escaliers. Cela était en partie dû à la gravité des blessures de la fillette et en partie au fait qu'une boîte était posée soigneusement en haut de ces escaliers. La gamelle d'eau du chien était restée intacte en bas. Aucun sang, chair ni cheveux arrachés n'ont été retrouvés sur les escaliers. Les autorités avaient cependant été informées par la petite sœur d'Annabelle qu'Annabelle était tombée dans l'escalier. Mais il y a de fortes chances qu'elle ait simplement été incitée à dire cela par Sherry avant l'arrivée de la police. L'interrogatoire avec la babysitter dura plus de 5h30, mené par plusieurs agents. Elle affirmait n'avoir rien fait pour causer la mort de la fillette de 5 ans, parlant d'un simple accident. Finalement, sous la pression des autorités, Sherry avoua la vérité sur Annabelle. Elle a dit au détective qu'elle était horrible d'avoir frappé un enfant. Sherry a ajouté qu'Annabelle était un cauchemar et intimidait les filles sous sa responsabilité. Elle a également affirmé qu'Annabelle abîmait ses meubles, grimpait partout, lui volait des affaires et mentait. La babysitter a reconnu avoir frappé la fillette avec des ustensiles le jour de l'appel au 911. Elle a avoué avoir giflé Annabelle ainsi que l'avoir frappée jusqu'à 10 fois en claquant des mains avec la tête de la fillette entre ses mains. Sherry a dit que je l'avais frappée trop fort, puis, quand Annabelle est allée voir Sherry plus tard, pour essayer de s'excuser d'avoir été si difficile. La babysitter a déclaré qu'elle avait donné un coup de pied dans la poitrine de la fillette et lui avait dit de s'en aller. Après cela, Annabelle est allée s'allonger dans l'autre pièce. Et peu de temps après, Sherry a affirmé qu'elle l'avait trouvée inconsciente, molle, et qu'elle avait quelque chose qui coulait de sa narine. À ce moment-là, Sherry a appelé le 911 et a dit avoir tenté un massage cardiaque à Annabelle, sans savoir comment faire. Super babysitter à engager. Après ses aveux, Sherry Marlar a été arrêtée et inculpée de meurtre au premier degré et de cruauté envers les animaux aggravée. Environ 1 an après sa détention en attendant son procès, elle a demandé que la confession qu'elle avait faite à la police soit exclue des preuves du procès. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait été contrainte à faire cette confession. Cependant, un juge a réfuté ses affirmations et a déclaré qu'elle devait être conservée comme preuve. La défense de Sherry comptait aussi utiliser cet argument à son procès débuté en mai 2024 cliqué. Ils ont affirmé que Sherry avait avoué à la police, non parce qu'elle avait blessé Annabelle, mais pour mettre fin à l'interrogatoire. Sherry allait témoigner pour sa défense et déclarer cela. Kayla, la mère de la fillette, cherchait une garde 2 jours par semaine dès septembre. Après l'annonce sur les réseaux sociaux, Sherry a répondu et la garde de 2 jours par semaine est vite devenue un temps plein, Sherry devenant la responsable principale de la fillette. Plus tard, lorsque Kayla est venue témoigner, le passé difficile de la mère, marqué par l'itinérance, la dépendance, la violence physique et la négligence présumée de ses enfants, a été révélé. Sherry a dit qu'après avoir déposé Annabelle et sa sœur, Kayla n'était pas revenue. Selon elle, Annabelle était en sous-poids à l'époque et ne pouvait manger que certains aliments à cause de ses dents pourries lorsqu'elle a témoigné. Sherry affirmait désormais qu'Annabelle, autrefois jugée difficile, était en fait affectueuse et collante. Sherry a affirmé qu'elle avait essayé d'impliquer Kayla davantage dans la vie de ses filles, mais qu'elle les voyait rarement pendant ces 2 mois. La seule fois où elle l'a fait, c'est lorsque Sherry les a amenés sur le lieu de travail de Kayla. Ensuite, Sherry a avoué avoir été contrariée que la mère des fillettes ne leur rende pas visite, tout en ayant aussi ses propres soucis financiers. Cependant, Sherry a tout de même insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais fait de mal à Annabelle. La fillette de 5 ans s'était blessée plus tôt en jouant sur une balançoire, puis sur un lit superposé. Ces blessures mortelles sont survenues plus tard, après sa chute dans les escaliers. Sherry a aussi témoigné que Kayla et Jason, les parents d'Annabelle, sont venus les chercher le 23 novembre, 2 jours avant l'appel au 911, tentant de rejeter la responsabilité des blessures mortelles sur eux. Le problème, c'est que la caméra extérieure de Sherry n'a pas filmé les parents venant chez elle, comme elle l'avait affirmé. Elle a cependant trouvé une excuse à cela, disant que c'était parce que les parents préféraient utiliser une autre entrée de sa maison. C'était aussi très improbable car ce chemin était encombré de branches et d'obstacles.
Sherry, la mère d'Annabelle, a précisé que Kayla devait ramener les filles chez elle plus tard ce jour-là. À son retour, elle était seule, sans Jason, et Kayla avait 2 yeux au beurre noir. Sherry a affirmé que les Feds ne voulaient plus rester avec leurs parents, bien que cette affirmation ait été contredite par un enregistrement de la police réalisé sur les lieux, dans lequel on entend la sœur cadette d'Annabelle supplier d'aller chez son père plutôt que de rester avec Sherry. Après que presque toutes les incohérences et mensonges de Sherry ont été réfutés à la barre, une experte en maltraitance infantile a témoigné. Il a déclaré que les blessures de la fillette de 5 ans n'étaient pas simplement dues à une chute dans les escaliers, mais qu'elles avaient été causées par quelqu'un d'autre. Ensuite, 4 expertes médicales ont témoigné lors du procès de Sherry. Une experte en neurologie a affirmé que les blessures d'Annabelle ressemblaient à celles provoquées par un accident de voiture ou le syndrome du bébé secoué. Une autre docteure a témoigné que ces blessures auraient causé sa mort dans les 15 heures suivant leur apparition, et non 3 jours plus tard. Cela signifie qu'elle n'aurait pas pu être causée par ses parents, même s'ils l'avaient prise dans leurs bras 3 jours avant sa mort. Comme l'a affirmé Sherry, la docteure a déclaré fermement que les escaliers ce n'était pas une explication raisonnable pour la variété de blessures graves d'Annabelle. En plus de cela, les détectives avaient également découvert que Sherry avait dit à une connaissance qu'elle en avait assez d'Annabelle et qu'elle la détestait. Elle a dit à cette personne qu'elle voulait seulement tuer la petite fille. Le jury a mis une demi-journée pour déclarer coupable Sherry Marlar, la babysitter d'Annabelle, de meurtre au premier degré et de cruauté envers les animaux. À l'audience de condamnation de Sherry en juin 2024, plusieurs membres de sa famille ont parlé en sa faveur. Ils demandaient une peine plus clémente, car elle risquait la prison à vie sans libération conditionnelle. Steve Holcomb, le frère de Sherry, a plaidé pour une peine plus clémente en sa faveur. Et il a affirmé que les escaliers dans la maison de sa sœur étaient effectivement dangereux. Selon Stephen, il était monté et descendu ce même escalier où Annabelle était tombée, et lui aussi s'était fracturé le crâne en tombant. Il a dit à propos de Sherry « Je ne l'ai jamais vraiment appréciée ». Il a ajouté cependant qu'aucune des accusations portées contre elle n'avait de sens pour lui, car elle n'avait jamais été une personne violente, de quelque manière que ce soit. Les enfants de Sherry ont également fait des déclarations et ils ont dit qu'elle ne pourrait jamais faire de mal à quoi que ce soit, même pas à un papillon. 3 de ces enfants ont aussi témoigné être déjà tombés dans les escaliers chez leur mère, jugés dangereux. J'aimerais vraiment savoir à quel point cet escalier en particulier est dangereux et pourquoi il l'est. Ça me semble être n'importe quoi, surtout que plusieurs médecins ont affirmé que ces blessures ne pouvaient pas être causées par les escaliers. Ensuite, la mère d'Annabelle, Kayla, a pris la parole et a demandé au juge la peine maximale possible pour Sherry, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. C'est précisément la peine infligée à la nourrice par le juge. Sherry s'est exprimée lors de l'audience. Et comme elle niait désormais totalement avoir fait du mal à Annabelle, elle n'a pas présenté d'excuses à la famille de la petite fille, ni rien de ce genre. Elle s'est juste contentée de dire qu'elle allait mal et qu'elle ferait appel de sa condamnation. Il a été dit que la sœur d'Annabelle, Elena, a depuis été retirée de la garde de ses parents et adoptée dans une gentille famille où elle est aimée. La fillette parle parfois à sa mère biologique, Annabelle, et la voit occasionnellement. Les funérailles de Knowles se sont tenues le 6 décembre 2022 au salon funéraire White Pine à Logan, Utah. Elle a été enterrée au cimetière de Tooele City à Tooele, Utah. Les invités étaient invités à porter du rose, couleur préférée d'Annabelle, et la cérémonie a été diffusée en direct en ligne. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire d'Annabelle aujourd'hui. Je veux vraiment savoir pourquoi Annabelle et sa sœur ont été surveillées par Sherry pendant des mois. Elles sont restées là presque 2 mois, voyant rarement leurs parents. Sans parler du fait que la mère d'Annabelle a également été arrêtée quelques mois après sa mort pour possession de marijuana et de méthamphétamine. On disait aussi qu'elle avait déjà maltraité ses enfants. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que la mère d'Annabelle aurait dû être inculpée pour quelque chose concernant la mort de sa fille. Son père aussi. Qu'en penses-tu ?
Ezra Franklin Shock est né le 13 août 2020 à Sebring, Floride, de Drew et Kayla Shock. Il avait un magnifique sourire, était adorable et adorait ses parents ainsi que son grand frère arracheur. Sa sœur cadette, Uriel, Yuri, Jane Shock, née 2 ans plus tard, le 5 mars 2022, partageaient les mêmes parents. Les parents de Kayla et Drew ont grandi à Wauchula, Floride, et étaient amis au lycée. Ils s'étaient revus 5 ans après leur diplôme et avaient vite choisi de se marier et d'avoir des enfants. Quelques mois avant la naissance d'Uriel, le 22 décembre 2021, Tracy Nix, 64 ans, et son mari Nunay gardaient Ezra, 1 an, la mère de Kayla. Ce même après-midi, le père du garçon, Drew, reçut un appel du père de Kayla lui annonçant un incident concernant Ezra. En entendant cela, Drew a immédiatement appelé Kayla et elle a sauté dans sa voiture pour se précipiter chez ses parents. En chemin, Kayla était tellement paniquée qu'elle n'a pas vu un panneau stop, car elle était trop occupée à regarder l'hélicoptère médical qui volait au-dessus d'elle. Cela a provoqué une collision frontale alors qu'elle était enceinte de 6 mois d'Uriel. Heureusement, Kayla et son bébé à naître n'ont pas été grièvement blessés et elle a pu sortir de la voiture et continuer à courir jusqu'à la maison de ses parents. Ezra, 16 mois, a été héliporté à l'hôpital où il est resté dans le coma jusqu'au lendemain, le 23 décembre 2021. Il est décédé à ce moment-là, découvert ensuite alors que Ni, le père de Kayla, faisait des courses. Sa mère, Tracy, était celle qui devait surveiller Ezra, ou du moins, elle était censée surveiller Ezra. Mais la grand-mère s'est endormie sur le canapé et le petit de 16 mois a pu sortir dehors. Il a réussi à passer sous une clôture et à atteindre le bassin de rétention qui se trouvait à quelques centaines de mètres de la maison de Tracy. C'était un étang que le petit garçon connaissait aussi, car il y avait nourri des canards plusieurs fois avec son grand-père par le passé. Mais malheureusement, cette fois-ci, sans personne pour le surveiller, Ezra s'est noyé. Kayla étant enceinte d'Uriel, ses médecins voulaient s'assurer que le bébé ne soit pas affecté. Ils ont donc suggéré au détective de ne donner aucune information concernant la mort d'Ezra, qui pourrait la bouleverser gravement ou lui causer une détresse émotionnelle, même si les autorités ont tenté d'inculper Tracy concernant la mort d'Ezra. Cela ne serait pas possible car un tribunal de Floride déclarerait qu'une erreur de jugement ponctuelle ne constituerait pas une négligence coupable de sa part. Selon Kayla, la mère d'Ezra, elle ignorait que la police avait tenté de poursuivre sa mère, Tracy. Elle ne le saurait que sur ordre de son médecin. Elle n'apprendrait tous les faits sur la mort d'Ezra que bien plus tard, lors d'une autre tragédie. En attendant, Kayla ne pensait pas que sa mère pourrait jamais blesser ou tuer intentionnellement son enfant. Et comme aucune accusation n'a jamais été portée contre Tracy, Kayla a été amenée à croire que la mort d'Ezra n'était qu'un terrible accident. Elle était donc prête à donner une autre chance à sa mère. Mais en même temps, Kayla et Drew ne faisaient pas vraiment confiance à Tracy pour surveiller leur fils aîné ou leur bébé, Uriel, qui allait bientôt venir au monde. Après la naissance d'Uriel, le très peu de temps que Tracy voyait sa fille et son grand frère était presque toujours sous surveillance. Le 1er novembre 2022, près de 11 mois après la mort d'Ezra, Kayla a demandé à sa mère Tracy de garder Uriel, 7 mois, pendant son rendez-vous chez le coiffeur cet après-midi-là. Ce n'était que pour quelques heures, 4 ou 5 au plus. Tracy a accepté, disant à sa fille qu'elle déjeunerait avec des amis et emmènerait Uriel. Kayla connaissait ces personnes depuis des années et leur faisait confiance. Le restaurant était aussi à quelques minutes de son salon de coiffure. Elle était tranquille de confier sa fille à sa mère, mais seulement quelques heures après avoir laissé Uriel chez Tracy. Un agent du bureau du shérif du comté de Hardy s'est présenté chez Kayla et lui a demandé en ouvrant « Votre bébé est mort ?» Kayla a répondu « Désolé quoi, je sais qu'Ezra est mort. Pourquoi êtes-vous là? C'est quoi ça ?» Mais l'officier ne parlait pas d'Ezra, il parlait d'Uriel. Après le déjeuner avec Uriel et ses amis au Beef O'Brady's, Tracy a elle-même ramené sa petite fille chez elle en SUV Lexus. Le trajet a duré 7 minutes. Tracy a donné un biberon à la petite, qui s'est endormie. Arrivée chez la grand-mère, Tracy a regardé le rétroviseur sans rien voir, puis elle est sortie, laissant Uriel dans la voiture. À l'intérieur,
Tracy a soigné son chien, puis joué longtemps du piano. La grand-mère ne se souvenait même plus qu'Uriel était encore dans son SUV lorsqu'elle est ensuite remontée dans le véhicule et l'a conduit de la cour avant jusqu'à la grange à l'arrière. Elle discutait avec son mari en attendant l'arrivée de Rebecca et de son petit-fils. À ce moment, Tracy se souvint de sa petite-fille et demanda à son mari « Mais quand Kayla a-t-elle récupéré Uriel ?» Il lui a répondu qu'il ne savait pas, ayant été dehors tout le temps. Tracy a paniqué et a brusquement ouvert la portière de la voiture. Assise, toujours attachée dans son siège auto, Uriel, 7 mois, était visiblement décédé. Le grand-père d'Uriel, Ney, a rapidement sorti le bébé du siège auto et l'a posé au sol. Il a tenté la réanimation, mais c'était déjà trop tard. Uriel était immobile, ne respirait plus, déjà parti. Sa grenouillère trempée de sueur et la rigidité cadavérique commençaient. Ce jour-là, il faisait 32 degrés dehors, rendant l'intérieur de la voiture, vitres fermées, encore plus chaud. L'autre fille de Tracy, Rebecca, était arrivée à la maison avec son fils à ce moment-là, et elle a appelé le 911. Lors de l'appel, il demande à sa mère Tracy depuis combien de temps Uriel était dans la voiture, et elle répond « un moment ». 911, quelle est votre urgence? 1478 Casen Rose, que se passe-t-il à cette adresse? Mag. Ma mère était ma nièce sur le planning. Je ne sais pas, j'ai juste dit ça. On a besoin des secours immédiatement. Queenstown Ray, ta nièce a été laissée... Dans la... Oui. Est-ce qu'elle respire? Je ne connais pas mon grand hasard, je n'en ai aucune idée et cela m'attriste, surtout ce retour maintenant. Mon message, peux-tu juste aller la voir et répondre à quelques questions? Non, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas. Ma mère est limpe. Non, je ne peux vraiment pas. Je n'ai personne à qui parler de ton père, s'il est avec ta nièce. Mon père, il a en ce moment... mon père a... Oh Seigneur. Quel âge a ta nièce? Oh mon Dieu, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave. Oh non, oh non. Oh madame. Oh oui, j'ai oublié. Mes parents ont des noms bizarres. D'accord madame. Quel âge a-t-elle? Je ne sais pas, elle a quelques mois. J'ai besoin que vous restiez avec elle et de savoir si elle respire, maintenant. On dirait que non. D'accord, donc il ne semble pas qu'elle respire. Impossible de savoir depuis quand elle est dans sa voiture. Aucune idée, je viens d'arriver. Viens ici. D'accord, de l'aide arrive, je reste au téléphone avec toi. Je sais. Oh Seigneur. Eh bien, j'ai mon fils de 12 ans. Je veux dire... Quel âge a votre prénom? Le bébé aura-t-il quelques mois? D'accord, Kayla. Prends son sac et je te ramène. Incroyable que tu sois gentille. D'accord, je comprends. Kayla, la plus jeune? Oui. D'accord, j'ai besoin de parler à quelqu'un parce que je veux lui faire un massage cardiaque. Mon père le fait en ce moment. Sarah, tu regretteras les progrès. Comment fais-tu la responsabilité civile professionnelle? Le téléphone est tombé, mon Dieu. Elle est morte. Mon Dieu, à quoi ressemble-t-elle? Ses yeux ouverts, elle ne respire pas. J'espère que ce ne sera pas notre respiration. Mon fils est à la maison. C'est exact. Je suis dans la voiture. Salut, Kayla. Tu as presque fini, ma chérie? Non, je n'ai pas fini. Oh là là. C'est... Je suis désolée, je vois quelque chose que je ne peux pas... D'accord. Allez, ma chérie, finis ça. S'il te plaît, on y va. Oh là là, grâce. Oh Seigneur. D'accord, c'est bien. D'accord, d'accord. Je sais que tu vas voir. Est-ce qu'il y a un moyen pour que je parle à quelqu'un qui est là-bas? Est-ce que Tracy est là?
Tu vois, je ne sais pas où elle est partie. Je ne sais pas où elle est. Ton père sait-il réanimer un nourrisson? Oui, oui, il sait le faire. Tu fais ça correctement. Oui, les enfants, vous voyez ce que je veux dire. Oh là là! D'accord, je sais que vous venez d'arriver. Quelqu'un sait depuis quand elle est ainsi? Maman, je ne sais pas où elle est. Combien de temps est-elle restée sur la barre? Un moment, elle était dans la voiture. Docteur No? D'accord. Très bien, madame. Je veux dire... Elle l'a emmenée déjeuner, puis l'a laissée dans la voiture à chaque descente. Oui. Oui. C'était le cas. Peu de temps après avoir découvert le corps de sa petite fille, Tracy s'était détournée du SUV et avait couru vers la grange. Elle avait ensuite dit qu'elle cherchait n'importe quoi pour se faire du mal. Tracy voulait fuir, incapable d'affronter sa fille et son gendre pour leur annoncer ce qui s'était passé. Mais la grand-mère ne se blesserait pas car la police est arrivée peu après. À leur arrivée, on a entendu Tracy sur la caméra de la police dire « Je ne veux voir personne, je ne peux pas affronter ma fille, je ne peux pas. » J'ai un déjà-vu, non? En arrivant, je vois la même scène qu'avec Ezra. Je me dis, tu te moques de moi. Et jamais, même dans 1 million d'années, je n'aurais pensé que ça arriverait encore. Ils m'ont annoncé la mort de mon bébé. Tu es juste tombé complètement sous le choc. Je veux dire, la douleur devait être insupportable. Absolument, je me souviens parfaitement que Kayla a complètement posé mon téléphone et s'est mise à crier. Savoir qu'au final, la personne qui m'a mise au monde est celle qui a détruit son monde, mon fils. C'est tout simplement insupportable. La grand-mère refuserait alors de parler à qui que ce soit de la tragédie pendant les jours suivants. Son mari finirait par l'envoyer en établissement de santé mentale pour qu'elle accepte ce qui s'était passé. Un médecin légiste a conclu qu'Uriel était mort d'hyperthermie après avoir été laissé plusieurs heures dans un véhicule par un adulte. Les vitres fermées et le véhicule arrêté, sa mort fut jugée homicide. Tracy Nix, la grand-mère d'Uriel, a été arrêtée et inculpée d'homicide involontaire, aggravé et de négligence envers un enfant dans un véhicule. Elle a été libérée sous caution peu de temps après, et une fois de retour chez elle, Tracy a déclaré qu'elle ne voulait ni manger, ni sortir du lit, ni même exister. Elle a ensuite été transférée dans un second établissement de santé mentale où elle a séjourné 7 semaines. Tracy a déclaré aux autorités qu'elle avait juste oublié Uriel. Tracy a expliqué qu'en sortant de sa voiture, elle n'est pas rentrée en urgence pour une raison précise, mais avait juste totalement oublié sa petite fille. Tracy a expliqué avoir oublié de sortir Uriel du SUV car, en allant chercher la petite fille au travail de sa mère, Kayla était venue installer le siège auto dans le SUV. Il aurait normalement été placé derrière le siège passager, mais comme une voiture était garée trop près, Kayla l'a mis derrière le siège conducteur. Le restaurant n'était qu'à 10 minutes de la maison de Tracy. Et la grand-mère n'avait jamais montré de signes sérieux de problèmes de mémoire qui auraient pu contribuer à cela. En fait, Tracy était une femme très intelligente qui avait un diplôme en psychologie et avait travaillé comme directrice et éducatrice pendant 39 ans où elle était très respectée. Comment 2 enfants ont-ils pu mourir sous sa surveillance? Les parents d'Uriel, Kayla et Drew, étaient furieux et voulaient que Tracy aille en prison pour ses actes. Parce que, alors que Kayla croyait auparavant que la mort d'Ezra n'était qu'un accident, elle ne comprenait pas comment un autre accident pouvait se produire moins d'1 an plus tard. À ce stade, les parents ont reçu le rapport complet de l'incident. Concernant la mort d'Ezra, des signaux d'alarme sont alors apparus. Tracy avait été la principale personne en charge d'Ezra ce jour-là, en décembre 2021 selon son mari Ney. Il était parti chez Walmart pendant qu'Ezra dormait sur le fauteuil inclinable. Tracy était éveillée, mais affirmera aux autorités qu'elle dormait sur le canapé lorsque son mari est parti, tandis qu'Ezra dormait sur le fauteuil inclinable. Plus tard, elle modifiera sa version, affirmant qu'elle était réveillée au départ de son mari et ne s'est endormie qu'après. Quand elle s'est endormie, Ezra dormait aussi à ce moment-là.
Selon Ney, il avait également placé une lourde cale de porte devant la porte extérieure avant d'aller chez Walmart. Ezra savait ouvrir la porte, mais ne voulait pas qu'elle soit ouverte par erreur. Tracy dira aux autorités qu'Ezra ne pouvait pas l'ouvrir. Seuls les chats le pouvaient. Elle a aussi dit que la cale de porte n'était pas en place, contrairement à Ney. Ainsi, pendant que Ney était chez Walmart, Tracy s'est réveillée et a constaté la disparition d'Ezra. Elle a aussi vu la porte du garage ouverte, puis est montée en voiture et a conduit au bout de l'allée chercher son petit-fils. Ce n'est que lorsque Tracy a fait demi-tour et a commencé à revenir vers la maison qu'elle a remarqué qu'Ezra était face contre terre dans l'étang. C'est un voisin qui a appelé le 911 après avoir entendu la grand-mère crier et l'avoir vu pratiquer la réanimation sur Ezra. Pourquoi Tracy et Ney donnaient-elles des versions différentes sur la présence du doorstop? Tracy voulait-elle rejeter la faute sur son mari pour la sortie d'Ezra? Elle avait aussi dit au départ que, lorsqu'il était parti au magasin, elle dormait. Donc, il est possible que Tracy ait aussi pris des médicaments sur ordonnance avant qu'Ezra ne soit laissé sous sa garde. Des médicaments qui indiquent la sédation comme effet secondaire majeur, même avec toutes ces incohérences autour de la mort d'Ezra. Sa mère, Kayla, s'est vue dire par les autorités à ce moment-là que, sauf si elle croyait que sa propre mère avait physiquement maintenu son fils sous l'eau et l'avait intentionnellement tué, il ne pouvait rien faire de plus pour sa mort. En janvier 2025, Tracy Nix serait jugée pour les accusations liées à la mort d'Uriel. Lorsque cela s'est produit, la défense a tenté de dire qu'elle n'était pas responsable de la mort du bébé, mais que c'était plutôt le médicament prescrit à Tracy qui était en cause. Et la mort d'Uriel n'était qu'un incident isolé. Ce que nous savons être clairement faux, car elle était également censée être responsable d'Ezra lorsqu'il est mort sous sa garde. Cependant, il n'a pas été permis d'évoquer sa mort lors du procès. Ce qui ne semble pas juste, surtout que l'avocat de Tracy a pu affirmer que la mort d'Uriel était un incident isolé. Lors de la mort d'Uriel, Tracy prenait des médicaments prescrits, Cymbalta et Ambien, et son avocate a affirmé que cela aurait pu rendre la grand-mère assez étourdie pour oublier sa petite fille dans la voiture. Tracy prenait aussi du lorazépam pour son apnée du sommeil, et cela peut provoquer de sérieux effets sédatifs, ainsi que des problèmes d'attention et de concentration. Si Tracy était assez sous l'effet des médicaments pour oublier sa petite fille dans la voiture, aurait-elle seulement dû conduire avant? Et si ces médicaments posaient autant de problèmes, aurait-on dû lui faire confiance pour garder des enfants, tout simplement? Selon Ney, le mari de Tracy, il n'avait rien remarqué d'anormal chez elle à ce moment-là, mais avec du recul, il constate qu'il y avait des changements chez sa femme. À la fin du procès, Tracy Nix, âgée de 67 ans, a été reconnue coupable d'avoir laissé un enfant sans surveillance dans un véhicule pendant plus de 15 minutes causant de graves blessures corporelles. Le jury l'a déclarée non coupable d'homicide involontaire aggravé sur un enfant avant la condamnation de Tracy. La mère d'Uriel et Ezra, Kayla, a pris la parole et a dit à Tracy « Je t'aime toujours, je déteste ça, je déteste cela. Je dois choisir, mais tu sais, je devais le faire, cela ne change pas ce que j'ai dans le cœur. » La mère a aussi dit qu'elle voudrait qu'Ezra et Uriel sachent qu'elle et leur père, Drew, les aimaient et qu'ils étaient vraiment désolés parce qu'ils étaient les enfants les plus beaux. Et ils ont été emmenés par quelqu'un en qui ils pensaient pouvoir avoir confiance. La grand-mère a aussi pris la parole. Voici ce qu'elle a dit. Je pense que vous avez l'impression que je n'ai pas fait mon deuil et que je ne me suis pas souciée de vos enfants. Drew, j'ai particulièrement ressenti cela venant de toi et cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Après son départ, je suis restée au lit pendant ce qui m'a semblé être des semaines. Je ne mangeais pas, je me fichais de manger, je ne prenais pas soin de mon corps, je ne voulais pas sortir. Je répétais sans cesse à Naï, « Je sais que tu veux préparer quelque chose pour le dîner, mais ça m'est égal, ça m'est complètement égal. » Et je suis restée comme ça longtemps, jusqu'à ce que, finalement, je décide qu'il fallait que je fasse quelque chose. Les tribunaux ont eu la gentillesse de m'autoriser à aller à Blackberry. Je ne me souviens pas de toi là-bas.
Blackberry était un centre pour l'alcool, la drogue et les traumatismes, et j'y étais pour un traumatisme, et j'y suis restée 7 semaines. J'ai passé 2 semaines à Peace River et 7 à Blackberry. Ça m'a aidé parce que je voyais un psychiatre tous les jours, un psychologue ou une thérapeute. Je voyais l'un des deux chaque jour. Ma crainte en allant directement en thérapie, c'était ça. Si jamais j'ouvrais cette boîte et que je ne voyais personne avant 1 semaine, je n'aurais jamais pu supporter ça. Mais après 7 semaines d'attention et de thérapie intensive, quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé une thérapie tous les vendredis, et ce jusqu'au vendredi précédant le procès. Donc, pendant presque 2 ans, j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé, juste essayé. Et je voudrais simplement continuer et faire un autre commentaire. Drew a dit que tu n'avais même pas reçu d'excuses de ma part. Tu n'avais pas reçu d'excuses parce qu'on ne m'autorisait pas à te parler. Je n'avais pas le droit d'être près de toi, mais laisse-moi te dire quelque chose. Je donnerais n'importe quoi, y compris ma vie, si Uriel ou Ezra ou les deux pouvaient être ici, et je le pense vraiment, je donnerais ma vie s'ils pouvaient être ici. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu, et je ne peux pas l'expliquer autrement, mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Alors je dois trouver comment continuer à vivre. Parce que je ne ferai jamais de mal à tes bébés exprès, tu dois le savoir. Tu dois vraiment savoir que je ne leur ferai jamais de mal intentionnellement. J'aimais tes bébés de tout mon cœur, j'aime tes bébés. Donc, si je dois m'excuser, je veux dire, si j'ai l'occasion de dire que je suis désolée, c'est tellement dérisoire et insignifiant. Mais peut-être que si je te disais que je donnerais littéralement ma vie pour eux, peut-être que ça rendrait mon excuse plus significative. Je le ferais si ça pouvait les ramener. Tu dois le savoir. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je pourrais probablement continuer à parler, mais l'important, c'est que tu saches, je ne ferai jamais de mal à tes bébés. Je ne le ferai pas maintenant. Un psychiatre ayant témoigné au procès a affirmé que Tracy était l'une des personnes les plus sincères qu'il ait rencontrées, honnête et pleine de remords. Ce n'est pas exactement ce que la juge dirait à propos de la grand-mère. Avant qu'elle ne soit condamnée, il pensait que Tracy montrait simplement de la tristesse plutôt que des remords, a-t-il déclaré. Je la trouve plus soucieuse de son image que de la mort de l'enfant. Je ne crois pas qu'elle ait exprimé des remords, seulement de la tristesse. La tristesse n'est pas la même chose que les remords. Le juge lui a alors infligé la peine maximale possible, soit 5 ans de prison. J'ai été soulagée d'apprendre qu'il allait y avoir des responsabilités, de la prise de conscience et une conclusion à cette partie de l'histoire. L'une des choses avec lesquelles nous avons eu du mal tout au long de cette affaire, c'est l'exclusion de mon autre histoire, celle de mon fils qui s'est noyé alors qu'il était sous sa garde. Et donc pour nous, c'est une victoire pour Yuri. Mais j'ai un fils qui s'appelle Ezra et on n'a pas parlé de lui. Et il est mort sous sa garde. Et je n'ai aucune responsabilité ni aucune réponse à ce sujet. Et je continue à chercher des réponses sur ce qui s'est passé dans cette affaire et pourquoi cette affaire n'a pas été jugée digne de poursuite à ce moment-là. Donc, nous allons retourner voir l'État et avoir encore quelques conversations pour voir. Mais en ce moment, nous sommes soulagés. La fille et moi avons eu beaucoup de mal avec son enlèvement et j'ai fini par me retirer à ce moment-là. Et ce n'est pas quelque chose que je considérerai jamais comme une victoire pour moi, c'est une victoire pour la justice, pour ma fille. Et nous sommes reconnaissantes envers les jurés qui ont consacré leur temps, envers tous les experts, tous les policiers, les ambulanciers et toutes les personnes qui ont joué un rôle dans ce procès. Nous vous sommes vraiment reconnaissantes pour votre attention, votre temps et l'énergie que vous avez consacrée, ainsi qu'à vous, les membres des médias. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu donner une voix à son histoire et d'avoir donné à nos enfants une chance que le monde puisse voir cela.
Ils étaient incroyablement désirés, aimés et précieux pour nous. Et au final, nous sommes satisfaits de ce que l'État nous a offert dans le cadre de cette affaire, avec Ezra ou avec Yuri, et je continue à chercher un moyen de résoudre le problème de mon fils Ezra, parce que c'est quelque chose qui, selon moi, mérite de l'attention. Pour cela. N'étant pas coupable. Ça fait mal, mais je suis reconnaissant d'avoir obtenu quelque chose. Je ne voulais pas la voir partir comme ces 2 dernières années, vivre sa vie normalement. J'étais satisfait que le jury ait compris notre point de vue. Même sans peine maximale, c'était, comme je l'ai dit, une forme de justice. En tant que sa fille, j'ai longtemps eu du mal à comprendre pourquoi. Il ne pouvait pas simplement y avoir cette prise de responsabilité et ce qui s'est vraiment passé, comme pourquoi avons-nous fait ça? La destruction qui est issue de ce processus est aussi assez inimaginable. Vous savez, mes enfants sont morts, mais j'ai perdu bien plus que ça. Mon fils a perdu un frère et une sœur, vous comprenez? Vu comme ça, c'est, vous savez... Nous protégeons nos enfants. L'avocat de Tracy, bien qu'il considère l'acquittement pour homicide involontaire aggravé comme une victoire, compte faire appel du verdict de culpabilité sur l'autre chef. Il a annoncé vouloir présenter des témoignages d'experts non autorisés lors du procès de Tracy. Ce témoignage dit qu'elle a pris une double dose d'Ambien le jour où elle gardait Uriel, mais je ne vois pas en quoi cela va l'aider dans son affaire. Si elle double la dose d'un médicament prescrit, n'est-ce pas sa faute? Ne devrait-elle pas être aussi, voire plus, responsable de la mort de sa petite fille? Les funérailles d'Ezra Shock ont eu lieu le 28 décembre 2021 à la First Baptist Church de Wauchula, Floride. Les funérailles de sa petite sœur ont eu lieu moins d'1 an plus tard, le 8 novembre 2022 également à la First Baptist Church. Merci d'avoir écouté les histoires d'Ezra et d'Uriel aujourd'hui. Même si Tracy semble regretter ce qui est arrivé à ses petits-enfants, je ne comprends pas pourquoi. Il a fallu 2 décès pour qu'elle réalise à quel point elle avait tout gâché. Après la mort d'Ezra, Tracy aurait dû être beaucoup plus vigilante, surtout en s'occupant de sa toute nouvelle petite fille. Un décès peut être un accident, mais 2 à moins d'1 an d'intervalle, ça n'a tout simplement pas de sens. Qu'en pensez-vous? Alors, si vous aimez les histoires criminelles et que vous voulez les entendre de ma part, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer aussi les notifications. Comme ça, vous serez au courant dès que je publie une vidéo au moins 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. À bientôt, prenez soin de vous. Merci à tous les mécènes d'Un Monde Maléfique. Découvrez encore plus de contenu d'Un Monde Maléfique sur Patreon, comme T-Check Un Monde Maléfique ou via l'application Patreon. Accédez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@gmail.com.